Tu enlèves le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Cet élan vital se manifeste, et puis tout d'un coup, c'est une énergie colossale. Donc, le corps se met à vibrer, à trembler dans tous les sens, et puis, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne soit en capacité, avec les indications de l'enseignant, de donner une direction à cette énergie. Benjamin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir pour un 3e épisode du podcast L'Esprit du corps, qui va nous permettre d'entrer dans l'expérience transformatrice du souffle-voix sur un plan individuel et collectif. Je pense qu'on a pu le comprendre dans les premiers épisodes, le souffle-voix, c'est une pratique profonde de plongeon dans le corps et de ses sensations. La reconnexion au corps et à la voix permet de mettre en lumière le schéma sur lequel on s'est construit et qu'on utilise pour agir dans le monde. Le souffle-voix utilise l'architecture du corps, c'est ce que tu nous as longuement expliqué lors du premier épisode. Ces points de tension, par exemple le mécanisme de respiration, agit comme un miroir de nos tensions psychiques. C'est en cela qu'écouter le corps nous éclaire sur notre rapport au monde, aux autres et à notre propre intimité. C'est une expérience à chaque fois unique. Les stages que je propose fonctionnent comme un espace d'exploration individuelle et collective qui relie le praticien, les pratiquants et qui fait émerger un groupe porteur d'une énergie spécifique. Alors pour cet épisode, on va rentrer avec toi dans la mécanique des stages pour illustrer comment tu accompagnes chacun dans le travail du souffle-voix. Donc ça fait plus de 10 ans que tu proposes des stages de souffle-voix. Quel est le protocole que tu mets en place pour accueillir les participants ? Alors, d'abord, un stage, c'est une trajectoire. C'est-à-dire qu'on travaille sur 2 et sur 3 jours. Et si on regarde comme ça, c'est une succession de passages individuels. Mais en réalité, si tu prends l'ensemble du stage, il y a un processus qui se formalise avec une forme particulière. Et souvent, même si tous les stages sont extrêmement différents, on remarque qu'il y a ce chemin dont on a un petit peu parlé sur le premier épisode, qui va de la fragmentation à l'unité. Et on va dire sur le plan énergétique, on va retrouver des constantes dans les stages. Même si, encore une fois, il peut toujours y avoir des exceptions et que chaque stage est différent. En fait, d'abord, ce qu'il va y avoir, c'est une espèce d'ouverture qui se manifeste par ce jaillissement d'énergie, ce que moi j'appelle l'activation du feu. Alors, peut-être, oui. Benjamin, juste avant de commencer, est-ce que tu peux revenir sur la manière dont toi tu ouvres les stages ? Tu mets vraiment en place une sorte de rituel, alors pas tout à fait un rituel, mais en tout cas avec des dispositifs vraiment que tu mets en place avant d'ouvrir le stage. Et puis j'aimerais que tu nous donnes quelques éléments très techniques sur combien il y a de personnes qui participent, comment te contactent ces personnes, comment tu les disposes dans la salle, etc. Vraiment le décorum, si j'ose dire. D'accord. Alors, en fait, en général, tu as entre 10 et 12 personnes, suivant le nombre de jours. Et puis, il y a forcément une présentation assez minimale par le verbe pour présenter ce qui est fait. Mais dès qu'on passe dans le travail, il faut bien se rendre compte que le groupe, c'est un cercle. Et que les rituels, si on veut, ça consiste à ce que ce cercle se forme. Là, on retrouve encore cette manière de comment on travaille avec la fragmentation et puis comment on va reconstruire de l'unité. Et comment on reconstruit l'unité, c'est en créant ce cercle par des aspects rituels. Alors, c'est quoi cet aspect rituel ? C'est-à-dire qu'on marque le début du travail, souvent par une pratique collective. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je propose une pratique collective qui est inspirée de l'hypnothérapie.
ce que Serge ne faisait pas. Il n'était pas aussi ritualisé que ce que moi je propose. Il avait cette dimension du travail du cercle, mais pas de manière aussi cadrée. Alors, ça ne veut pas dire que les choses sont raides, mais c'est important qu'il y ait évidemment une certaine souplesse, mais le fait qu'il y ait la construction d'un cercle, ça permet aussi que l'environnement, le travail soit fait de manière sécure. Et si les conditions sont sécures, les lâcher-prise se feront d'autant plus facilement. C'est quelque chose de capital, quoi. On pourrait assimiler ça, par exemple, à des codes de déontologie, à une éthique. Mais là, on va dire que c'est sur le plan rituel, sur le plan pratique. Voilà. Oui. Donc très concrètement, tu mets les personnes en cercle, ils sont assis sur des chaises. Oui. Et, Au départ, ils sont assis sur des chaises, ça peut varier. Voilà. Mais il y a vraiment la construction de cette géométrie, à la fois de cette unité et de cette proximité à travers la figure du cercle, effectivement. Et après, vous avez une pratique collective du genre méditation ou comment... Oui, c'est une manière de descendre dans un premier temps dans ce que moi j'appelle sa coupe. C'est-à-dire dans son corps. Et c'est une manière de préparer au mieux le travail pour lequel les gens viennent, qui est le fait d'émettre. C'est-à-dire que pour émettre comme il faut d'abord être dans son corps. Alors, c'est par exemple, dans les cours de chant traditionnels, c'est ce qu'ils appellent un échauffement. Mais sauf que là, on le fait de manière particulière, on le fait de manière différente que ce qui se fait dans les cours de chant traditionnels. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est-à-dire que finalement, c'est une mise en condition pour que les gens aussi se déposent dans leur corps, parce qu'ils arrivent fragmentés dans leur mental, et c'est une manière de les déposer, en fait, dans cet espace-là. C'est aussi bête que ça. Et le fait de se déposer, ça va déjà contribuer à construire cette unité, à commencer à construire cette unité. Et est-ce que depuis le début, tu sens l'énergie du groupe, ou est-ce que les choses viennent petit à petit ? Comment tu... Alors, c'est évident qu'on est très réceptif aux ambiances quand on fait ce travail-là. Et au départ, il y a beaucoup de tension quand même, parce que, évidemment, il y a des habitués, de plus en plus, qui viennent... Enfin, des habitués, en tout cas des anciens élèves qui reviennent par passion pour ce travail-là et qui amènent... voilà. Mais souvent, quand les gens arrivent, ils ont quand même une espèce d'appréhension qui se ressent dans l'atmosphère. Donc, c'est normal, il y a des peurs qui sont actives. Elles sont le reflet aussi de comment ils ont l'habitude de réagir au stress, on va dire. Donc... ça, c'est très intéressant, parce que cette capacité à travailler avec ça et puis finalement à les déposer, sachant qu'ils vont quand même chanter devant tout le monde, tout seul, que forcément, en ce début de stage, le stress est maximisé, on peut dire. Donc, voilà. Et donc, ce rituel, il a pour but de pouvoir déposer ça. En fait. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sans savoir du tout en quoi consiste la pratique ? Aujourd'hui, je ne pense pas, parce que tout simplement, il y a une communication qui est faite au préalable sur les réseaux sociaux. Les gens se renseignent généralement avant de venir. Après, il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent par bouche à oreille. Et c'est vrai que c'est un relais très important. Tu dirais que c'est combien ? Sur un... ça m'est difficile de dire, c'est des choses que je faisais avant, mais je ne sais pas, peut-être 1 sur 3, 1 sur 2, c'est quand même pas mal. Donc voilà, mais ça c'est vraiment une dimension intéressante, parce que ce qui a appelé ces gens-là à faire cette démarche, c'est le témoignage des autres, soit qu'ils en aient transmis le plaisir ou l'expérience qu'ils en ont éprouvé, soit que les gens en face aient vu la métamorphose chez ceux qui sont passés par ce type de travail. Bien sûr. Donc voilà. Et en dehors de ça, il y a la communication sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens savent à peu près où ils mettent les pieds quand ils viennent me voir. Après, c'est comme ce qu'on dit ici, il y a ce qu'on dit, et puis il y a l'expérience. Voilà. Et la carte, c'est pas le territoire. Donc voilà, l'exploration du territoire,
voilà, c'est une autre aventure. Donc tu les mets en condition, tu les déposes dans leur coupe, j'aime beaucoup ce terme, et ensuite, est-ce que tu expliques quand même un petit peu les choses ? Est-ce que tu fais un tour de table ou de cercle, si j'ose dire ? Comment tu lances les séances ? Alors, comme je ritualise, on ouvre un espace, et on ouvre un espace, on va dire, dans la psyché de la personne. J'essaie de distinguer. C'est-à-dire que les explications sont au préalable. Une fois qu'on bascule dans la pratique, on bascule dans d'autres perceptions et dans d'autres états. Et si tu refais fonctionner trop de verbal, d'explication, où les gens risquent de remonter à un niveau intellectuel, tout ça, etc., sans ressentir dans leur corps, c'est pas profitable pour le travail. Alors, ça m'arrive de le faire parce que parfois, c'est nécessaire. Par le verbe, il y a aussi des choses qui passent. Des fois, il y a besoin d'être rassuré sur telle ou telle chose. Donc, ça peut se faire. Mais ce rituel, c'est ça, c'est fait pour qu'on puisse plonger progressivement dans quelque chose. On en reparlera un peu plus tard, mais moi, je suis très sensible à la notion de fondu enchaîné. Oui. J'estime que trop de coupures dans une pratique n'est pas favorable. C'est une chose dont on reparlera à propos de l'hypnothérapie notamment, parce qu'il y a des pratiques qui ne sont pas souhaitables. Donc, tout le cercle, en fait, les 3 jours, sont faits dans ce même esprit. C'est-à-dire qu'on passe dans un fondu enchaîné dans un état à un autre pour pas que ce soit subite, pour pas que ce soit violent, pour que les gens ressentent une transition qui puisse par la suite s'approprier. Et là aussi, on est dans la quête déjà d'une certaine autonomie. Voilà. Et c'est comme ça, la spirituelle, c'est on ouvre un espace et ensuite on referme. On le referme, oui. Voilà. D'accord. Et comme on ouvre des espaces dans le corps, on ouvre des espaces dans l'esprit, c'est la même chose. Donc c'est important qu'il y ait ce cadre-là, parce que voilà, si tu ouvres ta maison, c'est pas forcément des êtres les mieux attentionnés qui vont rentrer les premiers. Donc c'est la même chose, si tu veux. C'est pour ça que cette idée de rituel, elle est importante dans la dimension du souffle-et-voix. Ça permet vraiment de sécuriser. Oui, et je crois aussi dans tout type d'accompagnement. Oui, en réalité. tout à fait. Tu rentres dans une salle de classe, c'est pareil, il y a des rituels, c'est la même chose. Il y a un moment où le rituel signifie qu'on passe dans un autre espace de concentration, de travail, tout ça, etc., ou de jubilation, ou de partage, peu importe. Mais voilà, cet aspect rituel, il est important à mes yeux. Oui, ça crée vraiment une ambiance particulière de sécurité quand même. C'est ça, ça crée un contenant. Et d'écoute mutuelle. Et d'écoute mutuelle, oui, c'est ça. Et c'est un contenant qui est nécessaire. Voilà. À partir du moment où il y a un contenant, il y a une capacité à se laisser faire dans ce périmètre-là. Voilà, ça c'est vraiment une chose essentielle. Parfois, je t'ai vu utiliser des bols, etc. À quel moment tu ressens qu'il faut utiliser des instruments ou des médiations ? C'est un peu la même question que tout à l'heure dans l'histoire du fondu enchaîné. C'est-à-dire que tu vas descendre en profondeur et que cette dimension du son, dans des états méditatifs, dans des états de transe, tout ça, etc., elle amène une profondeur supplémentaire. Elle amène une profondeur supplémentaire et en fait, en réalité, c'est proprement musical, c'est-à-dire par la musique, il y a des manières de rentrer dans une atmosphère, dans une densité, dans un état particulier progressivement. Et les compositeurs jouent beaucoup avec ça. Tu vois, c'est un exemple qu'on trouve beaucoup dans la musique opératique. On peut avoir des ruptures brutales qui sont dramatiques et qui sont faites exprès. Nous, on ne va pas faire ça. On va plutôt chercher une atmosphère progressive. Mais c'est beaucoup utilisé dans le théâtre aussi. Par exemple, tu prends le prélude de Lohengrin, de Wagner. C'est ça, c'est descendre progressivement dans une atmosphère où ton corps va plonger dans une espèce de vibration. Voilà. Et là, de ça, tu vas pouvoir te laisser faire, en fait, par ça. Après, j'ai précisé que il n'y avait pas de moment de rupture. Cela dit, il y a aussi des moments de vive ouverture. Voilà. Mais il est important que ces moments de vive ouverture qui vont solliciter cette énergie jaillissante dont on a besoin, elle soit faite précisément dans ce contenant qu'on a au préalable installé.
Il faut une cohérence, c'est ça que tu es en train de dire. Il y a une forme de cohérence à trouver, à chercher dans l'énergie et dans du groupe individuel, du travail. Oui, c'est un fil à suivre. En fait, c'est ce que je voulais un peu dire au début, c'est-à-dire que dans la trajectoire, en fait, au-delà des passages individuels, il y a une trajectoire. Et cette trajectoire, en fait, c'est un fil qui se tisse tout le long des 3 jours ou des 2 jours. Et c'est être l'animateur, en fait, le praticien, c'est la faculté d'être à l'écoute à ce qui est en train de naître, à ce qui est en train d'émerger, et à faciliter son émergence. C'est-à-dire que cette trajectoire, c'est pas quelque chose, un bloc, etc., comme tu vois parfois chez certains enseignants qui veulent terminer le programme. C'est pas du tout ça. Ça, ce serait quelque chose de raide qu'on calquerait. C'est en fait être à l'écoute d'un processus qui est vivant, le rendre sensible par le son, et puis par les transitions dans la pratique. Par exemple, quand on rentre dans le travail, il y a vraiment cette dimension où intuitivement, les gens ils se mettent dans l'ambiance qui est en train de se manifester. Par exemple, les gens ils passent les uns après les autres. À un moment donné, quand les gens sont dans le travail, on sent ce fondu enchaîné. Ouais. Il n'y a pas un truc qui retombe. Ouais. Ça arrive parfois, tu vois. Et cette notion de trajectoire, on sert quelque chose qui se manifeste. Donc, c'est être vraiment, pour le praticien, à l'écoute de cela. Et néanmoins, on remarque qu'il y a quand même des constantes dans le travail. C'est-à-dire qu'au départ, il y a cette ouverture, il y a cette plongée. Il y a cette ouverture du feu, de l'énergie, etc. Dans un deuxième temps, on va plonger de plus en plus en profondeur. On va aller dans ça va en fait, c'est ce qui va se manifester régulièrement, une espèce de coagulation, de lutte parfois. Des fois, il y a des nettoyages qui se font. On est en prise avec la matière. C'est comme si le geste vocal, le geste respiratoire était perturbé par l'activation de ce feu. Et puis, après, les choses s'épurent. Et la trajectoire vers laquelle on arrive le plus classiquement possible, en fait, c'est vers le dépouillement. C'est-à-dire qu'on arrive vers de la simplicité, on arrive vers un apaisement, et ça se fait naturellement. Voilà. Alors, on va redérouler un petit peu le fil, parce que là, tu nous as donné... J'ai donné le sentiment de la trajectoire, ce qui est important. Oui. Voilà, pour bien comprendre que quand on va aller dans le particulier, ils s'inscrivent dans une trajectoire. Que c'est la trajectoire qui est importante, c'est ce qui fait sens. Et c'est cette notion de tisser quelque chose. Oui, cette notion qui est quelque chose qui se tisse. Qui se tisse, voilà, c'est ça. Et que finalement, le praticien est là pour accompagner cette jolie tapisserie à tisser. Et en même temps, il est là pour l'accompagner, mais il faut poser le moment juste et l'acte juste de la transition, etc. Et ça, c'est ça. Le praticien, dans cet angle-là, c'est 2 choses. C'est être à l'écoute du fil, et puis être en capacité d'élaborer le bon geste pour que ce fil soit nourri. C'est ça, Donc c'est la même chose qu'en souffle-voix, c'est d'abord la réception et l'émission, où l'agir va dans cette capacité à percevoir d'abord. C'est exactement la même chose pour le praticien que pour le pratiquant. Oui, tout à fait. Donc on a fixé le décorum, voilà. Il y a la scénographie que tu poses, on a vu le cercle, il y a un tapis au milieu. Oui, ça marque un espace. Ça marque un espace. Voilà, c'est ça, souvent. C'est-à-dire que c'est impressionnant. C'est un petit tapis de yoga de rien du tout. Oh oui, ça peut être un tapis de salon. J'ai déjà fait qu'un tapis de salon. Oui, peu importe. C'est la matérialisation d'un espace, en fait. Oui. Et c'est ici que va se faire le travail. Non, mais c'est très fort. J'insiste sur ce tapis qui est évidemment un détail, mais quand même, qui est très fort parce que les pratiquants, les participants vont se lever un par un et se mettre au milieu du cercle sur ce tapis. Absolument. Pour travailler devant le regard de tout le monde. Voilà, la tension monte. Voilà. Est-ce qu'on peut partir de là ? Oui. D'abord, ça m'a toujours intéressé de savoir qui se lève en premier.
C'est une bonne question. Donc effectivement, il y a la première partie en cercle, et après, il y a des gens qui se lèvent les uns après les autres. Moi, j'impose pas. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, des fois, ça m'arrive que j'aille dans un sens particulier, ce qui crée autre chose. C'est intéressant, mais la plupart du temps, je laisse les gens venir quand ils le sentent. Souvent, les premiers qui se lèvent, ils ont quand même une bonne capacité d'action. Ils sont construits dans l'action. Voilà. C'est rarement celui qui est le plus peureux qui se lève, à moins que la peur soit pour lui un moteur particulier, mais qui met en mouvement. Mais voilà. Et ça correspond d'ailleurs souvent à des structures physiques. Le bassin qui va vers l'avant, tout ça, etc. Le corps projeté vers l'avant, parce que ce sont des personnes qui sont dans l'action. C'est possible qu'il y ait une physionomie qui corresponde à ce type de personnes qui viennent souvent en premier. Physionomie physique, je veux dire. Ah ouais, la physiologie, l'anatomie. Même. C'est ça, c'est quasiment anatomique. Ouais. Mais ça va avec un profil psychologique. C'est des choses qui ont été mises en relief par certaines personnes qui ont travaillé sur le corps. Je pense à ce qu'on voit, par exemple, dans les chaînes musculaires GDS. Ouais. Et je me souviens plus exactement de la personne qui l'avait mis en place. C'était une femme. Et elle avait remarqué qu'avec une certaine faculté d'agir, il se correspondait des structures physiques, des chaînes musculaires, etc. Voilà, je crois que c'est Denis Prief. C'est intéressant ce que tu dis, vraiment, parce que le corps change aussi avec le souffle-voix. Oui. Il change vraiment. Absolument. Oui. La posture et donc la forme du corps change. La forme du corps change. Ça peut effectivement changer de manière quand même assez impressionnante. Oui. C'est pas le cas pour tout le monde. Non, bien sûr. Mais ce qui va changer dans un premier temps, c'est la capacité à habiter son corps. Et dans un second temps, le fait d'habiter son corps de manière différente peut créer des changements physiques qu'on voit, perceptibles, objectifs, on va dire. Tout à fait. Alors, donc, la première personne se lève et vient sur le tapis. Donc, tu commences ta lecture du corps. Comment ça se passe ? Oui, c'est pareil. C'est pas aussi caricatural que ça. Ça, ce serait méthodique. Ça peut être la lecture du corps, ça peut être la manière de ressentir une ambiance. Et souvent, il arrive que, c'est ce que faisait Serge Willefar, on fasse un élément diagnostique. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de donner, par exemple, sa voix parlée fort, comment elle utilise sa force. Voilà. Ça permet de faire un élément diagnostique. Comment elle est dans son corps, est-ce qu'il y a des tensions quand elle utilise sa force, tout ça, etc. C'est un peu un classique, qu'on va dire. Mais c'est pas aussi systématique que ça. Surtout avec l'expérience, le praticien ressent un fil de manière beaucoup plus subtile qui serait une méthode, on passe par A, par B, tout ça, etc. Mais c'est sûr que automatiquement, on a des déformations professionnelles qui fait qu'on voit, en fait. On voit des structures physiques. Moi, j'ai accès à des structures psychiques aussi. Et en fait, tout l'art du praticien, c'est de pouvoir s'adapter pour que, éventuellement, des modifications qui soient nécessaires puissent se faire. Est-ce qu'il y a des grandes typologies de structures physiques et psychiques, justement ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un peu régulièrement dans tes stages ? Ah oui, ça c'est sûr. On voit des typologies physiques, on voit des manières d'être dans l'action, d'élaborer l'action. Tu peux décrire quelques typologies Ah oui, par exemple, ce qu'on voit très couramment, c'est quand beaucoup de gens respirent, en fait, ils ont une respiration qui est exclusivement thoracique parce que le ventre est serré par la peur. Ou alors par un exercice, par on va dire une pratique trop importante du sport, où les gens renforcent les abdominaux, tout ça, etc. Mais c'est très intéressant parce que c'est lié, tout ça. Il y a beaucoup de peur dans le ventre, en fait. Donc le ventre est serré et les gens, ils n'ont plus de place et ça monte en haut-dessus. Et puis, ils sont absorbés
par l'acte d'agir. Ouais. Et ils sont stressés, en fait, dans l'action. Ils sont tendus dans l'action. Ça, c'est une typologie qu'on voit extrêmement C'est universel, fréquemment. Ça l'est devenu. Voilà, c'est pas naturel, malheureusement. C'est habituel, mais c'est pas naturel. Ouais. Et donc, on voit des épaules qui montent, le centre de gravité, voilà, des choses qu'on a déjà vues là-dessus. Donc, au niveau psychique, il y a je pourrais rentrer dans des détails, tout ça, etc. Mais ça pourrait prendre 2 ou 3 épisodes en tant que tel, parce que c'est vraiment très précis et on a vraiment des indications importantes. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dans une nouvelle pratique, les gens veulent bien faire. Ouais. Donc ils sont tous des bons élèves. Voilà, il y a beaucoup. Ouais, c'est ça. Et puis, quand même, on a payé un stage. On a envie qu'il y ait un résultat. Voilà, on a envie que ce soit parfait et puis de se faire plaisir. Zut, quand même. Donc ça fait beaucoup tout ça. Voilà. Ouais. En plus de la peur qu'il va se passer certains trucs, donc ça fait beaucoup. Et on est des bons élèves et on voit des gens qui ont tendance à anticiper ou à se représenter comment on fait un geste vocal, comment on fait un geste respiratoire. En fait, ils ont tendance à le faire plutôt pas à le vivre, plutôt qu'à se laisser faire. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que le fait de venir dans la coupe qui remet dans du percevoir permet quand même globalement d'assainir un peu ces réflexes-là. Mais on voit que dès qu'on met un mouvement, quelque chose en mouvement, en fait, les gens repartent vite dans de l'agir, en fait, dans de l'agir, de l'attention, tout ça, etc. Donc, un des buts du stage, s'il y en a un, ce serait de relier le fait d'être déposé et puis d'élaborer un geste en restant déposé en soi. Donc tu fais moi je reviens toujours à ma méthode, en bon élève, tu fais une forme quand même de diagnostic. Oui. Ça s'appelle comme ça, ça s'appelle pas comme ça, mais voilà. En tout cas tu c'est ça. Et avec le temps, ça se fait naturellement. Ça se fait de plus en plus vite. Ouais. Donc en fait, on a de moins en moins besoin de passer par cette étape-là. C'est pour ça que je parlais du fil qui est à chaque fois différent finalement. Et après, tu fais donc travailler la personne. Et après, alors travailler la personne, oui, c'est-à-dire qu'on la met en situation de chanter. Alors, est-ce que tu peux... Ou de faire, de brailler quelques sons. Alors, oui. Pour se représenter, comment en soufflet-voix traditionnel, ce que j'appelle traditionnel, c'est la manière dont Serge Willefar l'a mis en place. Ce qui se passe, c'est, en fait, on donne une note, pas 50, on en donne une, pour que la personne puisse distinguer la note à faire. Et puis, on va lui demander de chanter, d'aspirer, et puis de chanter sur une vocalise. Tu peux la dire ? Oui, qui est Yéyi Youya. D'accord. Voilà, tu peux nous en dire un petit mot quand même sur cette vocalise ? Oui, cette vocalise, c'est celle que Serge Willefar avait tenue de son maestro italien. Et puis, effectivement, elle développe une série d'harmoniques qui est intéressante. Au niveau du son, c'est très intéressant. Il se passe tout de suite quelque chose. Souvent, quand on chante cette formule, il y a quelque chose qui s'active. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour aider à faciliter le fait de déposer ça de manière adéquate. Mais voilà, donc on lui propose de chanter Yéyi Youya. On part d'un bas médium ou d'un son grave qui ne demande pas trop de force et où on peut avoir un son qui est rond, assez rond, en même temps qu'il y a un certain tonus, un certain appui, assez facile d'émission. Okay, et quand on a ce son qui est à peu près correct, on va le verticaliser, c'est-à-dire qu'on va monter demi-ton par demi-ton, c'est-à-dire on va aller de gauche à droite du piano, généralement, voilà, pour l'expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers du clavier. Et en fait, quand on va monter, note à note, va falloir donner un peu plus de force. Ouais. Parce que c'est physiologiquement, la voix, elle est faite comme ça. On peut comparer la voix à une machine à vapeur, où pour produire les sons les plus aigus, il faudrait une pression plus importante. Et c'est pour ça qu'on monte note à note, parce que quand on monte juste à la marche d'après, il faut un peu plus de pression.
faut pas tout changer. Il en faut juste un peu plus. Donc, dans ce son à peu près correct, on va monter. Et dans la voix, il y a différents stades qui sont connus. Il y a ce qu'on appelle des passages, il y a différents registres de voix. Et il y a un moment donné, il va falloir développer quelque chose, une énergie un petit peu de manière différente. Et on va entendre que sur certains passages, par exemple, il va y avoir une résistance. Voilà. Et tout l'enjeu de la pratique, c'est que le rapport souffle-voix qu'on va injecter qui va être insufflé dans le corps de la personne, s'oppose à ces tensions qui ont été mises. Donc, il y a un petit côté ramonage. C'est-à-dire qu'au départ, c'est ramonage. Dans la tuyauterie, on va faire passer la pression adéquate. Voilà. Ça, c'est intéressant. Tu utilises la résistance tu identifies le point de résistance. Le point de résistance se manifeste par lui-même. Mais toi, plutôt que oui. alléger, ça c'est très schématique ce que je dis, parce qu'il y a plein de cas, attention. Mais plutôt que, on va dire, généralement alléger pour avoir une esthétique, un son qui soit joli, etc. Nous, s'il y a une logique d'un rapport souffle-voix qui est là, et qu'il y a cette tension, on va laisser cette logique. Donc comment tu fais concrètement, comment tu te sers de la vocalisée Yuya pour rentrer dans cette tension et faire qu'elle se dissipe à un moment donné? Alors, là, il va y avoir d'autres outils. C'est-à-dire que dans le souffle-voix traditionnel, on va passer par des postures. C'est-à-dire, par exemple, quand la personne produit un yéyi-yuya qui est pas adéquat, elle a tendu, souvent elle va se tendre parce qu'elle se dit mince, j'ai produit un son tendu, et donc elle va rajouter dans la tension. Donc nous on va garder, si ça se fait, la tension dans le son, mais par contre on va compenser par des appuis dans le corps, de telle manière à ce que elle ne se laisse pas embarquer par un surcroît de tension qui ne soit pas nécessaire. Okay ? C'est-à-dire qu'il y a une tension qui arrive qui est l'effet de l'activation de l'énergie. Mm-hmm. Et puis, on va faire en sorte que ça soit juste cette tension-là, même si ça se crispe, qui prenne son essor pour qu'elle puisse trouver son issue et que la tuyauterie puisse s'ouvrir et que le son puisse se libérer. Parce que si la personne en rajoute des tensions, ça ne va pas le faire. Ce qui arrive, parfois. Ça qui arrive souvent. On est en blocage total et on n'arrive plus du tout. Voilà, ce que je dis, c'est très schématique, parce que dans la pratique, c'est plus subtil que ça, en fait. D'accord, donc les postures, donc là tu vois, c'est pareil, c'est une habitude du praticien et c'est une connaissance des corps qui fait qu'à un moment donné, tu sais dans quelle posture tu vas pouvoir... Et des voix, bien sûr, évidemment. Oui, puisque la voix te permet à la fois de lire l'attention et en même temps est un instrument pour faire passer l'attention. Est-ce que c'est juste si je dis ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Serge Ouellefard disait la voix est à la fois diagnostic et je ne sais plus quelle était sa formule exactement, mais ça permettait, la voix en fait permettait d'établir un diagnostic sur la manière de comment était utilisée la force, oui. Et c'est par la voix, en injectant la bonne pression, en injectant le bon souffle et en s'appuyant sur le corps, que la trajectoire va se rectifier. Okay ? Le mot rectifier, il est important. C'est pas corriger, oui. C'est rectifier. Oui. Rectifier, pourquoi ? Parce qu'il y a le mot rectitude dedans. Et on voit que la notion de verticalité émerge beaucoup plus derrière la notion de rectification plutôt que dans le mot correction, qui est aussi assez mal connoté. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ok, très bien. Tu utilises les postures. L'enjeu, c'est bien de dissoudre les tensions, quand même. Ça va se faire, en fait. C'est ça qui va se faire, mais c'est pas ce que tu cherches. Si, bien sûr, c'est ce qu'on cherche dans une certaine mesure. D'accord. Mais ça peut être piégeux que de le chercher, parce que quand on se focalise sur un but, en général, on arrive à l'opposé. C'est un proverbe chinois qui dit ça, mais c'est assez juste. C'est-à-dire que le praticien, moins il est focalisé et tendu sur un résultat, plus il est à l'écoute d'un processus,
et je dirais même de l'essence même de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire d'observer la logique interne qui est en train de se passer, plus il sera à même de proposer la bonne rectification. Et souvent, en fait, si on veut rectifier, si on veut enlever, si le but c'est d'enlever des tensions, dans ce cas-là, on va utiliser assez vite pléthore d'outils. En utilisant pléthore d'outils, on va empêcher qu'il y ait un processus qui se fasse tout seul. Moi, c'est une image qui me plaît et qui me parle vraiment beaucoup par rapport à ce travail sur la voix. C'est qu'en fait, c'est un véritable travail d'alchimie. Et que dans l'alchimie, dans cette première phase, tu as justement cette phase de coagulation, cette phase de lutte dans la matière. Et c'est normal. En fait, c'est de cette lutte primordiale que va sortir l'harmonie. En souffle-voix, c'est de la disharmonie que va sortir l'harmonie. C'est de cette pierre brute, dans le son, que va sortir la pierre taillée. Mais si je commence à faire en sorte de corriger cette pierre brute parce que j'ai une vision, moi, en tant que praticien, de comment devrait être la pierre taillée, je risque de me couper d'un processus beaucoup plus vivant et beaucoup plus, opérant que ce que je peux concevoir moi-même. Mais ça veut dire qu'en tant que praticien, tu es toujours dans l'inconnu. Exactement. Ce qui va arriver. C'est ça. C'est une acceptation vraiment de rien maîtriser du tout. Je dirais pas comme ça. Voilà. C'est intéressant. C'est se remettre dans la disposition d'être ouvert à l'inconnu. Et en même temps, avec le temps, tu sais ce qui va venir. Oui. Voilà. Mais la différence, c'est que tu vas pas le provoquer. Tu vas le faciliter. Ça n'a rien à voir. OK ? Et souvent, le faciliter, ça va être précisément de ne pas agir pour le praticien. Et quand ça n'arrive pas ? Parce qu'en fait, quand ça n'arrive pas, ça veut dire que le pratiquant est en train de lutter contre un processus à l'intérieur. Il y a une lutte qui se fait qui est normale, mais lui se tend trop dans cette lutte, il revient dans du contrôle, il revient dans du faire, et là justement la plupart des interventions du praticien, ça va consister à donner la bonne indication pour que la personne arrête d'essayer de contrôler le processus. C'est-à-dire que on va pas ajouter quelque chose, on va permettre à la personne d'enlever quelque chose dans ce qui se passe pour se laisser plus faire. Mais est-ce que parfois tu as été surpris du résultat ? C'est-à-dire que tu t'attendais à quelque chose et finalement c'est autre chose qui arrive oui, bien sûr. En étant aligné, la chose qui émerge est authentique. Absolument. Et tu en es très surpris. Oui, absolument. Tu as des exemples ? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Par exemple, quand tu es praticien, donc tu fais ces notes de gauche à droite, du grave vers l'aigu, et puis bon, là je sens que si tu veux, le travail a pris une certaine forme, qu'il y a une certaine libération, et puis il y a une partie de moi qui se dit c'est bon, on a obtenu ce qu'il faut, tout ça, etc. Et puis peut-être que ce serait pas idéal de continuer parce qu'il y a un processus qui après la personne risque de résister, tu vois. Et puis moi en fait, quand c'est comme ça, j'attends un peu et souvent ce qui se passe, c'est que mon doigt il continue à faire. Ouais. Mes doigts continuent à aller sur le clavier, ça se fait tout seul. C'est comme s'il y a une partie de moi aussi des fois qui résiste et puis non, mon corps à moi il y va. Et là, tu peux avoir des choses spectaculaires qui arrivent alors que si j'avais écouté mon mental, je me serais arrêté. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours continuer de manière inconsidérée. Il y a aussi une chose qui est importante dans ce travail-là, c'est de ne pas trop en faire. C'est-à-dire, parfois, tu vas juste semer. Tu vas créer une ouverture. Alors, comment tu cultives le discernement quand tu es praticien ? Eh bien, en sentant l'atmosphère. C'est vraiment
très musical. Tu laisses une ouverture, et puis voilà, il y a un stage. Il y a une nuit qui va se passer. Le lendemain, ce sera différent. Et le fait de vouloir trop en faire, ça peut être contre-productif. Donc, tu vois, je te donne les deux exemples opposés. Tu vois, moi qui me dis non, on va arrêter là, et mon corps continue. Et puis, moi qui me dis, à un moment donné, ben là, ça s'arrête, c'est comme ça. Ouais. Et en fait, ça tombe très bien. Et la personne, elle, sur le tapis, elle peut être frustrée. Ouais, ça arrive. Voilà, ça arrive. Mais ça génère quelque chose aussi. Ouais. Donc, il y a plein de processus qui sont très divers dans ce qui se passe. Voilà. Alors, du coup, si on revient un tout petit peu sur le tapis et cette personne qui commence à travailler avec le travail en tout cas, l'énergie de la personne qui lutte et ce que tu viens d'expliquer, tu mets en posture parfois et il se passe parfois des phénomènes que le participant n'attend pas forcément, des tremblements, des pertes d'équilibre. Oui. Est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu ces phénomènes, nous dire à quel moment ça arrive, comment on les gère? Oui, ce qui se passe, en fait, c'est que beaucoup de personnes, assez rapidement, généralement, perdent le contrôle de leur corps. Et là, on peut avoir ces phénomènes de tremblement. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que ça ne s'entend pas forcément dans la voix. On peut se dire tremblement, corps fragile, et non, pas du tout, on n'a pas à avoir une voix super puissante. Ouais. En fait, il y a quelque chose, il y a des tensions qui sont en train de lâcher. C'est je voulais faire, il disait, c'est la prise à la terre, et puis ces tensions, elles descendent en vibrant dans la terre. Mais il y a une autre explication qui est possible, c'est, alors, il y a une perte de contrôle, c'est le corps qui prend le dessus, à ce moment-là, et ça renvoie beaucoup à ce qu'on voit, par exemple, dans la nature. Quand des antilopes ont survécu à leurs prédateurs, en fait, elles s'arrêtent à un moment donné, elles stoppent leur corps, et puis toutes les peurs partent par des tremblements. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre manière d'expliquer le phénomène. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça arrive assez souvent en début de stage. Après, ça peut se faire un peu n'importe quand aussi. Hein. Ouais. Mais donc, il y a une perte de contrôle du corps. En général, c'est ce dont les gens ont peur, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais nous, on distingue le contrôle de la maîtrise. C'est-à-dire que le contrôle, c'est, pour te donner une image, on est tous composés d'une énergie importante, qui est notre vivant, qui est notre bassin, qui est notre énergie vitale, et on passe notre temps à la contrôler, c'est-à-dire on ferme, c'est-à-dire on met un bouchon. Voilà, parce que sinon... on a l'impression qu'on va faire n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est du contrôle. Donc, tu enlèves le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Cet élan vital se manifeste, et puis tout d'un coup, c'est une énergie colossale. Donc, le corps se met à vibrer, à trembler dans tous les sens, et puis, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne soit en capacité, avec les indications, ça peut... de l'enseignant, de donner une direction à cette énergie. Et là, on passe du côté de la maîtrise. C'est-à-dire, la maîtrise, c'est quoi? C'est, eh bien, on a cette énergie phénoménale à l'intérieur. C'est l'énergie de notre vivant. Il ne s'agit pas de la refouler, il ne s'agit pas de mettre un bouchon dessus, il s'agit de l'accepter parce que c'est comme ça, c'est notre énergie animale. Mais en apprivoisant cet animal un peu sauvage dans un premier temps, eh bien, en fait, il trouve une énergie, une direction, et c'est ça qu'on appelle la maîtrise. Et c'est toujours la balance entre est-ce que je laisse vraiment faire ce jaillissement ou est-ce qu'à un moment donné, quand je maîtrise, mon esprit ne reprend pas un petit peu le dessus et je passe dans le contrôle. Toujours. Tu vois? Et Bien ça, sûr. c'est la responsabilité du praticien de donner juste le truc qu'il faut pour que, non, on revient à cet endroit-là où tu te laisses faire par l'énergie et puis il y a quelque chose en toi qui est immobile, qui peut donner une direction, mais garde-toi de pas trop la contrôler, cette direction. Mais ça, c'est pour plus tard. Il faut être dans une clarté intérieure immense. C'est ça. Immense. Une clarté, c'est-à-dire, en fait, la principale action, c'est de conserver
son esprit le plus immobile possible, de telle manière à être complètement réceptive, à percevoir complètement ce qui se passe dans son corps, alors que souvent, la moindre perturbation dans notre corps va donner des pensées, va donner une tension musculaire, tout ça, etc. C'est-à-dire que la principale action va consister à donner toute son énergie, à ne rien faire et à rester l'esprit immobile. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un autre phénomène qui arrive. Tu as des phénomènes de nettoyage émotionnel. Ouais. Ok ? C'est une chose que les professeurs de chant classique connaissent très bien. Oui. C'est-à-dire que quand tu vas travailler sur la voix, c'est tellement intime que même à la faveur d'un travail parfois même technique, dans un cours de chant, tout d'un coup, l'apprenti chanteur, il lâche. Voilà. On sait que ça, voilà. Dans les cours de chant traditionnels, ça se fait. Mais là, ça fait vraiment partie du processus. Et du coup, quand la personne, elle vit ça, elle peut être submergée en apparence par une émotion. On voit de l'extérieur, tu vois, etc. Où elle se laisse envahir par cette émotion. Et puis, en fait, en réalité, à l'intérieur, la personne, elle est connectée à l'observateur. C'est-à-dire qu'elle se voit pleurer, elle se voit avoir tel ou tel comportement qui peut déstabiliser parfois des auditeurs. Mais elle ne le vit pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages qui sont éprouvants. Bien sûr qu'il y a des passages qui sont éprouvants. Mais justement, il y a cette hyper-conscience de ce qui se passe dans le processus qui fait que, en même temps, on perçoit tout ce qui se passe dans le corps, mais on n'est pas collé à ça. Ouais. Et ça, c'est très intéressant de le vivre, parce que c'est très initiatique. C'est très vrai. J'ai assisté à effectivement des séances où, du point de vue des personnes qui sont assises sur les chaises, les auditeurs, c'est très, très impressionnant. Très impressionnant, la manière dont soit se déploie la force, la voix, etc., ou l'émotion qui arrive. Enfin, j'ai assisté parfois à des séances où on a la sensation que la personne est vraiment dans une très grande souffrance. Et en fait, la séance se termine et la personne est tout à fait... n'est pas dans cette idée-là de... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui s'est traversé. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, c'est déstabilisant pour les gens qui sont assis parce que eux restent un petit peu dans leur choc. Oui. C'est surtout déstabilisant quand ils ne sont pas encore passés. Voilà, oui, bien Alors, sûr. après, ça peut être déstabilisant pour eux, oui. Quand ils connaissent la pratique, quand ce qui est vécu au centre du tapis par un tiers va résonner particulièrement pour eux. Oui, aussi. Voilà, parce qu'ils sont collés à cette tension-là. C'est vrai. Mais plus ils plongent dans la pratique, moins c'est le cas. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est cette image de... et c'est pareil d'ailleurs pour le praticien. Tu es dans un bateau, il y a une tempête, et en fait, même s'il y a la tempête, il y a le capitaine de bateau qui garde un cap. Ouais. Voilà. Et le bateau, il peut aller dans tous les sens. Mais le capitaine, il a un cap. Tu vois ? Parfois, il y a des personnes qui arrivent et n'arrivent pas du tout à chanter, par exemple. C'est pas si fréquent. C'est vrai que non, pas si fréquent. Moi, ça m'arrive quasiment pas. Où on sent qu'il n'y a pas la force. Tu parlais d'activer le feu. Oui. Est-ce que tu peux nous développer un peu ça ? Oui. Alors, Serge Juelfard, lui, il parlait du moteur. Oui. C'est-à-dire qu'il faut activer le moteur. Beaucoup de personnes, quand elles chantent, en fait, elles chantent dans le prolongement de leur voix parlée. Et puis, aujourd'hui, dans la pratique musicale, beaucoup de personnes chantent avec un micro. Donc, il n'y a pas besoin de développer beaucoup de puissance. Et quand on chante dans cette pratique-là, on chante avec l'ensemble de son corps. Et on va aller activer moi, ce que j'appelle ça, dans d'autres pratiques, dans d'autres disciplines, c'est une notion qui existe, c'est le feu du bas. On va activer le feu du bas, c'est-à-dire les tripes. Okay, parce que quand tu es dans tes tripes, tu es dans ton bassin,
tu investis d'autant plus ta corporalité et qu'en plus, en termes techniques, l'appui de la voix va se situer au niveau du hara et pas au niveau de la gorge. Oui, bien sûr. Okay. C'est-à-dire que tout le problème, c'est que les gens, ils ont une représentation et qu'ils chantent dans la gorge. Mais, et puis, ils ont des habitudes surtout. Et ils font comme ils peuvent. Mais là, l'idée, c'est de redescendre en bas, là, justement, où il y a cette animalité, là où il y a ce feu du bas. Okay, c'est l'image, au départ, c'est l'image d'un dragon, tout d'un coup, qui se réveille. Tu vois, c'est des images qu'on retrouve dans d'autres traditions. Mais c'est ça, hein, ça, parce que en plus, quand on entend les sons, disons certains, tu as vraiment l'impression qu'il y a un gros dragon. C'est impressionnant des fois, oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, non. Et ça peut comment dire, ça peut se réveiller après. Ça, c'est aussi important de le dire, parce que après, les gens qui écoutent vont se faire une image de ça devrait se passer comme ça, et puis si ça se passe pas comme ça, c'est que j'ai raté mon truc. Mais non, pas du tout. Il y a des personnes qui, parfois, mettent 2-3 stages à lâcher véritablement le dragon. Et on rebondit sur ta question. Oui, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas accès à ce feu-là au début, où c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de tension, il y a une structure musculaire qui est tendue, il y a l'incapacité à le faire, il y a des interdits, tout ça, etc. Donc là, le travail, il va être différent. Il va être dans « je me retrouve dans un bain pendant 3 jours avec des gens qui sont un peu barges et qui hurlent comme des dragons, et puis je vais m'apercevoir qu'au bout de 3 jours, tiens, ils ont l'air d'aller bien, voire même mieux qu'avant. » Et la personne va pouvoir accepter de plus en plus d'aller dans cette énergie-là. Et là, on rebondit sur un autre aspect du travail qui est bien expliqué en neurosciences. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Voilà. C'est que, en fait, dans ce dispositif, les gens passent les uns après les autres au milieu du tapis, ce qui signifie qu'on passe une bonne partie de la journée à écouter les autres. Ouais. Et en fait, quand on écoute, notre cerveau reproduit la même chose que la personne que l'on regarde et que l'on écoute. C'était démontré dans les neurosciences, c'est-à-dire tout simplement, si je lève mon bras droit, on regarde mon cerveau, l'aire motrice du bras droit s'active. Ok, hop, comme ça. Bien. Maintenant, on regarde dans ton cerveau, on va trouver qu'au moment où je lève mon bras droit, alors que tu restes immobile, on va trouver la trace de ton l'aire motrice de ton bras droit qui s'active. Voilà. Ça, eh bien, c'est pareil, cet aspect-là, c'est bien, on a une caution scientifique pour prouver que... Mais en fait, tout simplement, il suffit d'observer. On n'a pas besoin des neurosciences pour ça. C'est-à-dire qu'on constate très très bien qu'en groupe, quand les gens passent les uns après les autres, c'est beaucoup plus fort qu'une personne quand elle est toute seule en séance. Donc voilà, ça, c'est comme si tout le monde, il y a une notion de presque musicale aussi, était entraîné dans ce rythme collectif. Voilà. Toujours ce fil qui se tisse. Voilà, alors dit comme ça, on se dit, mais ça doit être hystérique comme truc. Mais non, et justement, il y a une grande énergie, mais il y a une maîtrise par le praticien de ce qui se passe. C'est lui qui tient la ligne. Il y a beaucoup d'énergie, ça part pas à volo, attention. Hein. Non. Comme les gens ne sont pas barges, pas du tout. Sinon, d'ailleurs, ils ne resteraient pas. C'est ça. Il y a aussi une notion, je crois que ça serait intéressant de développer, c'est le rythme. On est sur du son quand même, sur la voix, sur du chant, même si. Il y a un rythme à donner. On voit quand même que dans les Yéyi Yuga notamment, quand tu participes à ça, quand tu es sur ton tapis, tu sens bien qu'il y a un rythme à donner, qu'il y a quelque chose. Et ce rythme-là, il donne, je sais pas, il tient quelque chose. Voilà. Est-ce que tu peux nous développer ça ? Oui, pour moi, c'est une notion capitale, la notion de rythme. Effectivement, quand on entend les gens chanter, ils développent leur voix du grave vers l'aigu, il y a la notion de son, il y a la notion de hauteur, mais cette notion de rythme, elle est centrale dans tout le dispositif. Quand le praticien propose une note, c'est pas simplement une hauteur qu'il propose, il va proposer de la chanter dans un certain rythme.
Et c'est ce rythme qui, d'une part, va permettre potentiellement au début d'activer le feu, ok ? Un peu comme la manière d'un tambour, tu vois, dans des pratiques chamaniques, par exemple, tu as un rythme qui est là et qui met la personne dans une certaine fréquence. Donc là, c'est pareil, ok ? C'est mettre la personne dans une certaine fréquence. Et puis, d'ailleurs, ce rythme, il va changer au fur et à mesure. Des fois, il est beaucoup plus tranquille parce que c'est quelque chose qui est en train de se modifier. Classiquement, au début, souvent, on garde un certain élan pour activer ce feu. Voilà. Et le praticien, il va trouver ce bon rythme qui n'est pas qui est ce tempo où la personne arrive à se laisser faire par le processus. Des fois, tu as des personnes qui, tu leur donnes un rythme et elles en font un autre. Ouais. Parce qu'en fait, elles contrôlent là-dedans. C'est pas fait exprès. Hein. Ouais. Voilà, c'est pour ça que la capacité de tenir le rythme du praticien, elle est super importante. Et puis, il y a cette pulsation inexorable qui amène ce déploiement de l'énergie par le rythme. C'est comme s'il y avait une avancée inexorable, une pulsation soutenue. Et en même temps, et ça c'est très subtil, il faut que ça respire là-dedans. Donc, il y a la notion musicale qui est celle de rubato. Qu'est-ce que c'est que le rubato ? C'est l'élasticité du temps. Je prends un exemple. En musique, tu as le tempo, et puis si il y a un métronome, il va jouer des temps exactement égaux. Et ça, faut tenir la pulsation. Hein. Voilà. Au début, en conservatoire, faut tenir la pulsation. Voilà. Mais si tu fais ça, c'est un robot, en fait. Et tout ce qui fait l'art des musiciens, c'est précisément de jouer avec ce temps. Et ça, c'est tout l'art du praticien, c'est de pouvoir donner une avancée inexorable vers quelque chose qui donne un aboutissement, une trajectoire, et en même temps de retenir pour faire désirer la note d'après et pour activer encore un peu plus la tension ou le feu ou solliciter, tu vois, le bon rapport souffle-voix. Donc, c'est vraiment très subtil, c'est très musical. Et dans d'autres phases, tu vas trouver cette même chose dans des temps beaucoup plus suspendus. Il y a plus à avoir de tempo et en même temps, il y a toujours ce temps derrière, tu vois, quand même malgré tout, une pulsation presque invisible qui est là. Et ça, c'est tout l'art du praticien de pouvoir conduire les gens là-dedans parce que lui, il est à l'écoute de ce qui est suggéré par le processus. Ouais. Voilà. Et cette notion de rythme, enfin, elle est centrale parce que c'est ce qui fait, comme tu le dis très très bien, le fil des 3 jours ou des 2 jours. Ouais. Ce qui fait que la notion de rythme est indissociable du processus à l'œuvre. Oui, tout à fait. Il y a un rythme dans son propre travail individuel et puis il y a le rythme du groupe sur les 3 jours et tout ça est lié. Absolument. Et il y a aussi l'idée d'un récit. Tu vois, je ne sais pas si c'est très clair, mais quand je regarde en tant qu'auditeur le travail qui se fait sur le tapis, il y a une histoire qui est racontée, quoi. Toujours. Oui, on peut le voir comme ça. Ce qui se passe comme manifestation, effectivement, on pourrait presque dire l'histoire de la personne. Alors, pas. Que ce soit des mots et. C'est d'énergie. C'est d'énergie. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que il y a un début, une fin. On voit vraiment. Il y a un récit. C'est ça. Il y a un récit. Il y a une narration. Voilà. Il y a une dramaturgie. Bien sûr. Moi, c'est une chose c'est une notion à laquelle je tiens. Et ça, c'est une notion que je suis en train de mettre sur papier. Mais il y a cette notion de temps méditatif et il y a cette notion de temps dramaturgique. Voilà. En fait, les deux se superposent. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler un peu justement du groupe ? Là, on a essayé de détailler un petit peu ce qui se passe pour chacun sur le tapis, dans un rapport vraiment très intime à ce que c'est que le souffle-voix. Et il y a cette énergie du groupe qui est très importante. On ne l'a pas dit, mais par exemple, au moment du travail individuel, souvent, très souvent, les autres auditeurs viennent soutenir le participant sur le tapis, dans ses postures, etc. Il y a vraiment des choses qui se passent entre les participants, et puis de manière
je ne sais pas comment dire, méta, il y a vraiment l'énergie du groupe qui structure le travail pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Et est-ce que tu fais des séances individuelles, toi, par ailleurs? Et donc, est-ce qu'il y a une différence? Voilà, est-ce que tu peux... Effectivement, le groupe intervient dans une certaine mesure, comme second. Et dans les phénomènes très nombreux qui peuvent se passer, notamment pour le pratiquant, il y a des chutes vers l'arrière, quasiment le plus souvent. Et c'est des moments clés d'ailleurs, parce que ça veut dire que le centre de gravité redescend. Et généralement, quand la personne se relève derrière, la manière d'inviter la posture n'est plus la même. Donc c'est des moments clés, ça fait partie de la cuisine de l'animateur, hein, et de la pratique. Donc, dans ce cas-là, on fait intervenir, il y a toujours quelqu'un derrière le pratiquant qui vient soutenir. Ce qui fait que on n'est pas toujours non plus assis à se prendre dans la figure tout ce qui se passe. Il y a une possibilité pour les autres d'agir sur le tapis comme second. Ça peut être effectivement rattraper quelqu'un qui tombe, mais ça peut être par exemple intervenir de telle ou telle manière sur le corps, tout ça, etc. Ce qui donne aussi un peu plus, encore une fois, là, un rythme différent, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'être actifs et ça permet aussi aux autres de se recentrer et de ne pas être complètement non plus tout le temps en situation de recevoir. Ça fait partie des choses qui fédèrent aussi un groupe. C'est une chose aussi, il y a des effets miroirs qu'on voit aussi, il y a des effets d'énergie. Par exemple, quelqu'un passe et puis une autre personne derrière se sent appelée. C'est-à-dire, la séance d'avant l'a impacté, ça lui a parlé et elle se sent de prendre donc il y a une chaîne qui en fait, voilà, c'est pas une juxtaposition de séances individuelles, c'est ça dans les faits, mais dans ce qui se passe, c'est toujours la construction de cette unité, c'est une co-construction en fait, tout le temps. Vraiment. Et pour moi, c'est une chose qui est intéressante, c'est on voit l'impact des indications du praticien sur le pratiquant, mais ce qu'on mesure très mal, objectivement parlant, c'est la capacité du cercle à percevoir et à recevoir l'énergie qui est développée par le pratiquant. Et plus les gens sont ouverts, plus le pratiquant, lui, au centre, s'ouvre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un produit des sons discordants, tendus, puissants. Le premier réflexe, c'est de tendre. Ok ? C'est ce qui va se passer souvent au début. Et moi, quand c'est comme ça, j'ouvre plus l'oreille. C'est-à-dire, je fais de la place à cette dissonance. Et je crois qu'au fur et à mesure, l'ensemble des participants se positionnent de plus en plus de cette manière. Ce qui fait que mécaniquement, quand tu es comme ça et quand tu es comme ça, le corps, il n'est pas tendu de la même manière. Quand tu es en situation d'ouverture, le corps est plus détendu. Et le fait que dans une salle, le corps des gens soit beaucoup plus détendu, c'est pas la même ambiance. Et il y a presque une résonance des corps entre celui qui pratique, qui pourtant, lui, est complètement presque dans sa bulle, tu vois, et ce qui est dégagé dans l'ambiance de la pièce. Et ça, c'est des phénomènes qui sont pas explicités. C'est-à-dire que dans les formations souffle et voix, généralement, on travaille sur comment on doit agir sur la personne en tant qu'enseignant pour que les choses se fassent. Et en fait, en réalité, il y a plein d'actions possibles. Et c'est là où on voit toute l'importance du rituel et de la manière de canaliser le cercle, de créer cette unité. Parce que si tu as un cercle disloqué, il y a fort à parier que le pratiquant soit tendu aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, Benjamin. C'était très instructif. J'espère que ça aura donné envie à plein de gens de te rejoindre dans les stages et de découvrir vraiment cette belle pratique. On te retrouve pour un prochain épisode où on va aborder une approche qui est
aussi intéressante et qui vient nourrir et compléter l'approche souffle-voix, c'est l'aïnothérapie. Tu nous en parleras longuement. Et je te remercie encore et à très bientôt. À bientôt.